Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce webinaire sur la transparence des salaires, un sujet assez bouillant du moment. Ce qu'on vous propose avec Anne qui est avec moi, c'est de partir sur un décryptage de ce projet de loi et de vous donner un petit peu tous les contours qui régissent cette directive européenne. Donc, bonjour Anne. Bonjour. Euh, alors, du coup, je vous laisse vous présenter, Anne. Merci Thomas, bonjour à tous, bonjour à toutes. Ravi de vous retrouver ce matin pour cette heure consacrée au projet de loi transparence salariale. Effectivement, sujet brûlant comme l'indiquait Thomas. Moi, je suis avocate associée au sein d'un cabinet qui s'appelle Axel Avocat, qui est exclusivement dédié au droit du travail et plus particulièrement pour l'assistance des employeurs, TPE, PME, grands groupes, sur tout un tas de sujets. Vous aurez nos coordonnées plus précises et nos expertises en fin de présentation. Et donc, pour ma part, Thomas Pierno, donc moi je représente la société Kelio, qui est un éditeur de solutions SIRH. Et donc on va, en tant qu'éditeur, cette directive nous intéresse aussi dans tout ce qui va pouvoir concerner les logiciels qui régissent vos données RH. Donc, au niveau des informations pratiques pour ce webinaire, donc la durée sera de 45 minutes. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On a Anne-Laure qui est présente avec nous en coulisses pour mettre en avant les questions pour qu'on puisse les aborder pendant le webinaire. Si jamais on n'a pas le temps de tout répondre pendant ce webinaire, on garde vos coordonnées puis on vous recontactera pour y répondre. Et enfin, vous avez la possibilité de réclamer le replay. Enfin, vous pourrez voir le replay sur la plateforme Webikeo et on lancera un sondage en fin de webinaire pour vous demander si vous souhaitez recevoir le support de présentation pour l'avoir sous le coude. Alors, au sommaire, donc plusieurs choses à voir, pas mal de choses à voir. Déjà, c'est un constat, c'est où en est-on de l'égalité salariale aujourd'hui. Ensuite, on va détailler un petit peu toutes les mesures qui concernent la directive, et puis aussi la transposition dans notre droit français. Et puis, enfin, on terminera sur le calendrier, sur les sanctions potentielles, et puis les enjeux aussi, parce que ce ne sont pas que des contraintes, ça peut aussi être de belles opportunités pour vous. Voilà. Donc, Anne, je vous laisse commencer sur la première partie. Oui, merci Thomas. Alors effectivement, on a voulu vous faire une petite introduction un peu générale pour vous rappeler ce que c'est l'égalité professionnelle et un petit peu les textes fondateurs, et notamment cet article L3221-2 du Code du travail. Quand on parle d'égalité professionnelle, on parle de travail de valeur égale. Et la règle, c'est que pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, tout employeur est tenu d'assurer l'égalité de la rémunération entre les femmes et les hommes. C'est une déclinaison de la règle que vous connaissez tous certainement, qui s'appelle « à travail égal, salaire égal », qui est un texte et une règle fondatrice dans notre droit du travail français. Qu'est-ce que ça veut dire de manière un petit peu plus précise? Eh bien, ça veut dire que le salaire et tous les avantages en espèces ou en nature, en contrepartie d'un emploi du salarié, doivent être équivalents ou doivent être justifiés lorsqu'il y a des différences entre les collaborateurs. Et s'il existe des différences, eh bien, elles doivent être justifiées par des éléments objectifs. Sinon, on parle de discrimination et ça, c'est interdit en droit français. Et pourtant, on entend souvent parler que nos chères jantes féminines sont lésées chaque fin d'année et travaillent gratuitement. Exactement. Donc, c'est encore un problème et une égalité persistante, notamment en France, mais pas que, vous le savez. On a fait un constat encore en 2026, eh bien, des inégalités entre les femmes et les hommes. Alors, il y a
plein de chiffres que vous pourrez voir dans vos documentations et vos lectures au fil de l'eau. On peut en retenir quelques-uns quand même, puisque en 2024, au global, les hommes gagnaient en moyenne 21, presque 22% de plus que les femmes. Alors, on parle du revenu salarial net et on parle au global, c'est-à-dire tout temps de travail confondu, tout type de métier et de classification confondu. De manière un petit peu plus précise, plus les salaires sont élevés et plus l'écart s'agrandit, c'est-à-dire que pour les salaires les moins élevés, donc les postes les moins élevés dans la hiérarchie, on a une différence qui est plutôt de l'ordre de 2% et qui monte jusqu'à 15% pour les femmes les mieux rémunérées. Et là, on parle toujours de salaire net en équivalent temps plein. À poste égal, en revanche, celui-là, on ne l'a pas mis, mais il faut savoir qu'en France, on n'est pas si mal loti, entre guillemets, puisqu'on a un constat de 3,8% de différence pour des temps de travail équivalents et à poste égal entre les femmes et les hommes. Donc, ça tend quand même vers du mieux, mais ce n'est pas encore parfait. Vous voyez d'ailleurs l'étude de l'APEC du 3 mars 2026 qui dit que en moyenne, entre les cadres, eh bien, on a une différence de 15 ou 16% entre les femmes et les hommes encore, et ça n'a pas bougé depuis 2020. Pourquoi? Eh bien, parce que on a quand même eu la crise Covid qui est passée par là et qui a accentué certaines inégalités en rebougeant un peu et finalement en ayant des impacts sur les cartographies des emplois, les emplois qui ont changé un petit peu depuis 2020. On ne va pas forcément rentrer plus dans le détail, mais en tout cas, si vous voulez vous renseigner, sachez que voilà, il y a quand même pas mal d'études et on vous a mis des petits liens dans notre présentation. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, cette directive européenne? Alors, effectivement, on a un socle de texte en droit français et en droit européen qui est très, très fourni. Il faut savoir que depuis 2006, on a à peu près 6 textes au niveau du droit européen qui traitent du sujet de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ce qui est quand même beaucoup. Et puis, depuis les années 70, on a une foultitude de lois en France qui sont venues s'agréger les unes aux autres, se remplacer, modifier les éléments. Donc, effectivement, on est habitué quand même à parler de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, notamment en France. Ça fait partie depuis 2 quinquennats des objectifs prioritaires du gouvernement également. On a donc cette directive européenne qui nous intéresse aujourd'hui, qui est une directive numéro 2023-970. Vous verrez, il y a un petit lien là, vous pourrez aller cliquer dessus. Cette directive européenne, elle a été adoptée pour essayer de franchir encore un peu plus un cap vers l'égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes pour un même travail ou un travail de même valeur. Vous voyez, on retrouve les mêmes termes que dans notre code du travail français, par la transparence des rémunérations, et c'est là d'où vient le terme transparence salariale, et les mécanismes d'application du droit. Cette directive, elle a été adoptée en mai 2023, elle est donc applicable, mais pas encore transposée dans les États de l'Union européenne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour qu'elle soit effective et applicable pour les salariés des États, eh bien, il faut une loi qui vienne préciser un certain nombre de points et adapter les textes socles et les grandes règles de la directive européenne dans les droits nationaux. C'est effectivement tout le travail que notre gouvernement puis le Parlement vont faire là dans les mois qui viennent et qui a déjà commencé. On va en parler. Alors peut-être, Anne, on peut préciser en quoi ça consiste justement la transposition en droit français. Est-ce que c'est sur les sanctions, les délais d'application, comment ça se passe tout ça? Oui, alors vous avez un certain nombre de principes qui sont non négociables, on va dire, et puis un certain nombre de règles qui doivent être adaptées en fonction de ce qu'on a déjà dans nos textes à nous, notamment en droit français. Donc vous le verrez, alors on n'a qu'une heure aujourd'hui ou 3/4 d'heure pour expliquer tout ça, c'est un petit peu juste évidemment, donc on va faire un petit panel un peu grande ligne de ce qui va nous arriver à nous, employeurs français. Néanmoins, n'hésitez pas à aller voir cette directive qui n'est finalement pas très longue, et le texte en droit français
avancer parce que vous verrez que ça se complète, ça se renvoie. On a certaines précisions qui sont autorisées par la directive que du coup, on doit, nous, travailler pour s'assurer que ça s'adapte aux employeurs. Et donc, c'est tout le jeu des syndicats de salariés et des syndicats d'employeurs, de faire entendre leur voix pour essayer de trouver un certain nombre une cohésion finalement sur un texte qui sera définitivement adopté. Alors a priori, d'ici la fin de l'année, on vous a mis le calendrier prévisionnel. Il n'est pas encore vraiment définitif. Là où on en est, c'est la petite flèche rouge là que vous voyez sur notre slide. On a eu un certain nombre de réunions de négociation entre les partenaires sociaux et aujourd'hui, on a eu le 6 mars 2026, et c'est ça qui nous intéresse, la transmission d'un avant-projet de loi aux partenaires sociaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gouvernement a démarré et a proposé un texte aux partenaires sociaux qu'il faut encore discuter, valider. On a une réunion de concertation entre toutes ces personnes-là le 19 mars 2026 et on en est vraiment ici, c'est-à-dire qu'on a une ébauche de texte, mais qui n'est pas encore vraiment parfaite. Il manque aussi des projets de décret d'application, donc on n'aura pas toutes les réponses aujourd'hui malheureusement. Et on attend la présentation du projet de loi définitif d'ici fin mai 2026. A priori, c'est ce qui était annoncé, à voir si ce sera vraiment le cas. Avec une échéance du délai de transposition au 7 juin 2026, on ne sera pas dans les clous pour avoir une loi de toute façon en juin 2026. Donc, il faut attendre d'ici la fin de l'année, très probablement, pour avoir un peu plus d'informations. Le travail qui est fait aujourd'hui au niveau de nos organes dirigeants et français, c'est vraiment de lancer un premier projet de loi pour voir un petit peu ce qui coince, ce qui va et ce que les syndicats valident ou pas et comment les employeurs et les salariés réagissent aux règles qu'ils ont prévues pour essayer d'ajuster au mieux le projet de loi qui sera définitivement discuté au Parlement. On avait justement une question de Laurent dans le chat sur la loi européenne. Étant supranationale, elle ne devrait pas s'appliquer immédiatement à la date butoir. Donc, c'était une question. Oui, alors pour tout ce qui est règles d'entrée en vigueur, alors la directive, elle est en vigueur depuis 2023 et elle va devoir s'appliquer via cette loi de transposition en droit français. Donc effectivement, vous avez raison, on a eu un petit délai pendant lequel un texte européen était déjà en vigueur, mais n'était pas en vigueur spécifiquement en France et n'avait pas apporté toutes ces contraintes pour les employeurs et tous ces droits pour les salariés, on va le voir. Et ensuite, la loi de transposition, celle qui sera définitivement applicable en droit français, elle-même contient certaines précisions sur l'entrée et les dates d'entrée en vigueur de certaines règles. On va le voir en fin de présentation. Je pense que c'est important de distinguer directive et loi, du coup, dans les termes. Exactement. Aujourd'hui, on fait vraiment un point sur l'avant-projet de loi et pas la directive qui contient ses propres règles. Pour des questions de simplification aussi de notre propos aujourd'hui, on n'est pas trop rentré dans le avant-après et l'explication comparative. Super. Donc justement, on a Grégoire qui est impatient de savoir ce que contient cet avant-projet de loi. Et oui, parce qu'effectivement, c'est un vrai sujet. Il contient 5 points sur lesquels on va devoir travailler, nous, en tant qu'employeurs. L'ordre a été défini sans priorité particulière. Vous le verrez dans vos documentations. Parfois, on commence par l'index, parfois, on commence par le recrutement, le droit d'information aux salariés. Donc, ça ne veut pas forcément dire qu'on estime qu'une précision est plus importante qu'une autre. On a fait ça pour les besoins de la présentation et on va démarrer tout de suite avec un renforcement du principe de l'égalité professionnelle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en droit français, ce renforcement? Eh bien, ça va avoir deux grandes conséquences pour nous, dont une qui va être un petit peu embêtante pour les employeurs. Je suis désolée, messieurs, dames, parce qu'on va devoir beaucoup travailler et retravailler nos sujets en 2026-2027. Préparez-vous, ça va pas être une sinécure, puisque, alors, sur le plan, on va dire, formel et juridico-juridique, on a un nouvel article du Code du travail qui intègre 2 critères à la définition du principe à travail égal, salaire égal. Celui dont on parlait tout à l'heure, on va ajouter à nos précédents critères qui étaient le titre, le diplôme, la pratique professionnelle, l'expérience acquise
les responsabilités et la charge physique ou nerveuse, qui étaient aujourd'hui nos points de comparaison entre deux postes pour savoir si les salariés étaient rémunérés de manière cohérente et égale entre eux, eh bien on rajoute 2 critères qui sont les compétences non techniques et les conditions de travail. Ce ne sont pas forcément des critères qui sont très évidents à analyser, mais c'est avec ça qu'il va falloir désormais travailler pour faire nos analyses comparatives entre les conditions de rémunération d'un salarié par rapport à un autre. Deuxième point, et c'est là où on rentre un petit peu dans le dur, eh bien on va devoir catégoriser nos travailleurs qui réalisent un travail de valeur égale. Le travail de valeur égale faisant donc référence à notre définition qu'on vient d'évoquer. Comment on va catégoriser ces travailleurs? Eh bien, c'est toute la question. Ce qu'on nous dit aujourd'hui, c'est qu'il va falloir le faire par accord collectif d'entreprise ou à défaut par accord de branche, que les branches ont normalement jusqu'au 31 décembre 2026, je vous rassure, la date sera certainement jamais tenue, pour engager des négociations en vue de la signature d'un accord qui vienne aider à catégoriser les métiers et les postes de valeur égale dans la branche. Et à défaut d'accord, l'employeur devra établir une catégorisation des salariés réalisant ce travail à valeur égale par décision unilatérale d'une durée triennale, donc ça veut dire 3 ans, après consultation du CSE. Je vous ai mis une petite flèche là en rouge, puisque c'est le point qu'il faut d'ores et déjà anticiper et retravailler, puisqu'on va être challengé par nos élus, encore plus peut-être que ce que vous êtes déjà. Il va falloir retravailler nos éléments de comparaison pour s'assurer qu'on a une vraie catégorisation qui tient la route, qui soit conforme à ce qui est demandé par les textes et à la vision des élus également et des salariés dans l'entreprise. Cette catégorisation, elle sera utile notamment pour le 7e indicateur, on va en reparler, qui remplace l'index égalité hommes-femmes, on le verra par la suite. Alors, on voit bien vos questions dans le chat, ne vous inquiétez pas, notamment on voit des questions sur les effectifs minimums. On n'y répond pas de suite parce qu'il y a des slides qui sont prévus sur les effectifs dans notre présentation. Donc, ne vous inquiétez pas, on va les aborder. Oui, merci Thomas. Et puis, il faut aussi savoir qu'on a beaucoup de choses à dire ce matin, donc on n'aura peut-être pas forcément l'occasion de répondre à toutes vos questions. Comme vous l'a indiqué Thomas, on pourra y répondre par la suite éventuellement, et on a un travail qui va se faire probablement en 2 temps, puis suivez nos actualités, puisque on devrait se retrouver d'ici quelques mois, quand on aura un petit peu avancé sur les projets, pour aller un petit peu plus dans le détail encore, éventuellement avec un webinar encore un petit peu plus long pour nous permettre de rentrer un peu plus dans la technique et de ce qui sera attendu par les employeurs. Alors justement, pour Kelio, comment ça peut justement marcher cette catégorisation des salariés, Thomas? Alors effectivement, nous on a dans Kelio, on a ce qu'on appelle un core RH, donc c'est une base de données des collaborateurs qui va permettre de renseigner bien sûr le nom, prénom du collaborateur, mais aussi son emploi, sa catégorie professionnelle, toutes ses qualifications, donc les indices, les niveaux, les coefficients, les positions, etc. Et comparer en fait au salaire. Donc ça vous permet de faire des extractions brutes des données, et après vous pouvez les travailler comme vous le souhaitez dans Excel. Donc là, je vous ai donné un exemple sur la partie gauche d'un contenu d'un export, et sur la partie droite, eh bien là, on est plutôt sur un tableau croisé dynamique qui représente la classification par CSP, puis par coefficient, et en fonction du niveau d'études, c'est un critère dont a parlé Anne également. Et puis, vous pouvez aussi rajouter ce qu'on appelle des champs personnalisables dans Kelio, qui vous permettent de renseigner, pourquoi pas, des pénibilités dans le travail, des compétences non... j'ai perdu le mot, Anne, désolé. Compétences non... c'est les compétences non techniques, en fait. Voilà, non techniques, merci. Et ce sont ces données-là et c'est cette catégorisation-là qui est déjà utilisée pour l'index égalité professionnelle, j'imagine? Oui, tout à fait. Voilà, donc ça ne changera pas grand-chose pour vos clients qui ont déjà l'habitude. Il faudra juste rajouter un certain nombre d'items pour adapter la catégorie. C'est ça.
Alors, dans le processus de recrutement, maintenant, on a aussi quelques nouveautés. Oui, on a quelques nouveautés. Alors, rien de révolutionnaire là-dessus, très franchement. Néanmoins, il faut quand même le savoir, puisque votre candidat à un poste pourra, une fois la loi entrée en vigueur en France, connaître la fourchette de rémunération initiale et les dispositions conventionnelles applicables pour déterminer la rémunération qui correspond à l'emploi visé et les méthodes de progression de cette rémunération. Alors, ça paraît évident, néanmoins, ça demande quand même un certain nombre de précisions, puisque aujourd'hui, si déjà on a la fourchette de rémunération dans certaines offres d'emploi, on est content puisqu'il y a encore a priori des petites réticences sur ces points-là. Et puis là, il faut aller plus loin puisqu'il va falloir expliquer quand même aux candidats quelles conventions collectives on applique, quels accords collectifs sont éventuellement applicables pour lui permettre de visualiser quels sont les textes qui lui permettraient la progression de la rémunération. A priori, les entreprises de moins de 50 salariés ne seraient pas obligées de préciser ces éléments de progression de la rémunération. On a estimé aussi qu'a priori, il y avait assez peu d'accords collectifs d'entreprise sur ces entreprises-là, ce qui n'est pas forcément vrai d'ailleurs, puisqu'on sait aujourd'hui qu'on a pas mal de négociations dérogatoires qui se déroulent dans les entreprises de plus faible effectif. Néanmoins, on verra comment le texte définitif le prévoit. La deuxième règle qu'il faut intégrer d'ores et déjà, c'est l'interdiction de demander au candidat sa rémunération actuelle ou antérieure. Alors ça, c'est vrai que c'est un point qui est assez gênant pour les recruteurs. C'est-à-dire que j'ai pu discuter il y a quelques jours encore avec certains recruteurs qui nous disaient que les employeurs étaient très très frustrés d'avoir cette interdiction de demander au candidat sa rémunération actuelle en se disant bah, moi j'ai une obligation de transparence et d'information qui est vraiment très très élevée maintenant et je peux pas avoir la même démarche de transparence du côté de mon candidat et je trouve ça un petit peu dommage. L'idée, c'est quand même de ne pas fausser la négociation en se disant qu'un poste, s'il a une valeur, eh bien, peu importe la rémunération qui est perçue par le salarié ou par le candidat dans son entreprise actuelle, eh bien, ça ne doit pas fausser les négociations et c'est plutôt sain comme réflexion de manière générale. Et le troisième point, pardon ? Ça permet de lever les biais. Oui, exactement. Troisième point, sur ce sujet du recrutement, interdiction de faire publier ou diffuser des offres qui ne mentionneraient pas les obligations précitées. On verra en fin de présentation quelles sont les éventuelles sanctions sur ces points-là. Et voilà, pour la partie juridique, c'est fait. Thomas, pour Kelio, comment est-ce que vous pouvez aider nos amis employeurs à se sortir de tout ça ? Alors effectivement, nous dans Kelio ATS, on a un logiciel de gestion du recrutement dans notre gamme, où vous allez pouvoir, au moment de la création de votre campagne, donc de votre offre d'emploi, vous allez pouvoir indiquer un salaire minimum et un salaire maximum, ainsi qu'une devise si vous êtes à l'international. Et apparaît ensuite dans l'offre la fourchette directement. Donc, nous, on a une préconisation sur la fourchette de salaire. On parle d'une fourchette, pas d'un râteau. D'accord ? Et donc, pour les postes avec une faible expérience ou des postes avec une qualification qui n'est pas trop élevée, on préconise plutôt aux alentours de 5% de fourchette de salaire. Et par contre, pour des postes de cadre senior, des postes qui vont aller vers le codir, des choses comme ça, là, on peut aller jusqu'à 10%. Mais après, pensez à l'avenir, quand vous allez publier une offre, si vous mettez une fourchette de salaire de 10K annuel pour dire, voilà, on recrute sur cette fourchette-là et que, au final, le candidat, il se retrouve tout en bas de la fourchette, essayez de vous mettre à sa place et de vous dire je comprends pas pourquoi je suis recruté sur le bas de la fourchette alors que j'ai telle qualification. Donc, c'est toutes ces petites choses-là auxquelles il faut penser. C'est un petit conseil qu'on vous donne. Et donc, comme l'a dit Anne, selon profil, ça va être terminé avec cette future loi.
Oui, et puis effectivement, Thomas, un point important, c'est que désormais, non seulement il y a des droits à information pour les candidats, mais également pour les salariés, ce qui fait que votre candidat qui deviendra salarié pourra ensuite s'informer sur les raisons précises de son positionnement sur un certain niveau de rémunération, ce qui fait que ça va nous obliger les employeurs à vraiment avoir une analyse fine et transparente du positionnement de tous nos collaborateurs sur la grille des salaires. Tout à fait. Donc, c'est pas qu'une histoire de transparence à l'instant T, c'est aussi un plan de rémunération global qui doit être communiqué. Exactement. Et justement, on passe au droit à l'information des salariés. À quoi vont avoir le droit les salariés? Eh bien, on vous a donné quelques précisions, en sachant que tout n'est pas encore définitif sur ces points-là, mais globalement, 2 règles. Première règle, un droit renforcé à l'information des salariés sur les rémunérations. Donc, vous voyez que c'est un nouvel article du Code du travail, donc c'est vraiment une nouvelle règle qui va s'appliquer. Les salariés vont avoir le droit à l'information sur leur niveau de rémunération, les niveaux de rémunération moyens, ventilés par sexe, des salariés relevant de la même catégorie qu'eux. Toujours ce sujet de catégorisation de nos collaborateurs. Lorsque les salariés exercent ce droit, ils le font par écrit et reçoivent par écrit des informations. Ça veut dire qu'il doit y avoir un échange épistolaire. Ça impose aussi à l'employeur de bien réfléchir avant d'écrire et donc d'avoir bien travaillé sa catégorisation avant de se retrouver à devoir se justifier. Ça va se faire directement vis-à-vis des salariés ou via les élus. Délégués syndicaux notamment ou membres de la délégation du personnel du CSE. Ce qu'on n'a pas encore comme information, c'est le délai de réponse potentielle. J'ai vu 2 mois passer dans certaines documentations. En réalité, la règle n'est pas vraiment fixée. Donc, on verra bien par la suite ce que nous propose le gouvernement et le Parlement sur ces questions-là. L'employeur ensuite sera tenu d'informer chaque année, ça c'est vraiment un point à mettre dans vos tablettes, les salariés sur la possibilité de demander les informations relatives à la rémunération. C'est-à-dire qu'en plus d'avoir un droit, les salariés vont être informés de ce droit et donc vont pouvoir être incités à faire ces demandes. Donc on est vraiment dans quelque chose de proactif et une politique vraiment très très agressive, on va dire, de la directive et ensuite de la loi de transposition pour permettre de rendre effectif au maximum cette égalité de rémunération. Une petite exception est quand même prévue puisqu'un droit de refus de l'employeur est autorisé lorsqu'un salarié demande des informations et que l'effectif de la catégorie du salarié à laquelle il appartient se situe en deçà d'un seuil déterminé par décret. Alors vous allez me dire de quoi on parle et de combien on parle. Eh bien ça c'est le gros sujet qui fâche actuellement. Il y avait un seuil de 10 salariés en discussion. Ça a fait bondir les syndicats de salariés qui disaient dans ces cas-là ça sert plus à rien de prévoir un droit à l'information puisque on sait qu'il y a quand même des catégories, une catégorie de salariés avec 10 collaborateurs à l'intérieur, c'est quand même déjà une belle catégorie de salariés pour bon nombre d'entreprises. Donc, ça va rendre ineffectif ce principe. À voir ce qui va définitivement être adopté par la suite. Et c'est pour ça qu'il faut continuer à nous suivre. Deuxième principe, sur ce droit à l'information des salariés, c'est un principe de transparence avec une interdiction d'intégrer dans les clauses, j'en ai jamais vu, mais a priori ça peut arriver, comportant des interdictions pour les salariés de divulguer des informations relatives à sa rémunération. Ça allait de soi, mais effectivement, le législateur a souhaité l'intégrer comme un principe. Alors Thomas, à vous pour nous expliquer un petit peu comment on peut faire dans Quélio pour respecter nos obligations. Justement, si vous voulez informer les collaborateurs de leur droit à la transparence salariale, vous avez plusieurs possibilités à travers Quélio Actualités et Documents, donc qui est un de nos modules collaboratifs. Vous avez la possibilité de publier des actualités d'entreprise qui seront visibles directement sur le portail d'accueil de l'application. Et vous pouvez également mettre des documents en PDF dans des répertoires spécifiques, donc répertoire RH notamment, et informer le collaborateur de ses droits à la transparence, à connaître les informations. On a même des entreprises qui font le choix de publier leurs indicateurs de manière assez
public à l'ensemble de l'entreprise. Alors, peut-être pas sur des vraiment poste par poste, mais en tout cas sur des catégories hommes-femmes par CSP, par niveau de qualification, etc., qui vont publier directement leurs résultats pour participer à cette transparence. Oui, et c'est vrai, Thomas, que pour l'avoir vécu à plusieurs reprises, nous, on a certains clients qui ont décidé vraiment d'être ultra transparents là-dessus et qui laissent accessible à leurs collaborateurs sur l'intranet la liste des salaires précis des collaborateurs et des collègues. C'est un parti pris, c'est une manière de fonctionner. Ça se passe en réalité plutôt bien, donc il ne faut pas trop en avoir peur dans un monde où on sait, nous, en France, que c'est quand même un point dont on a du mal à parler, hein, le salaire. Tout à fait. Alors, d'ailleurs, Anne, je fais un petit aparté, mais quand on parle de salaire, on sait très bien en France qu'on a le salaire de base, les primes, on parle même de package de rémunération. Qu'est-ce qui est concerné justement par cette directive? Alors, quand on parle de salaire, effectivement, très bonne question, Thomas, merci. Eh bien, on parle du salaire fixe, mais aussi de tout ce qui est variable, en fait, de tout ce qui va être versé en contrepartie du travail et qui n'est pas, enfin, qui est, pardon, défini par l'employeur. Donc, effectivement, on peut aussi parler des avantages en espèces, des avantages en nature. Un véhicule de fonction va pouvoir être considéré comme faire partie intégrante du salaire. Donc, on a effectivement tout un travail à faire pour définir dans l'entreprise ce qui est versé en contrepartie de l'emploi et pour pouvoir justifier au maximum des critères qu'on applique pour définir une rémunération plutôt qu'une autre. Alors, pour certaines rémunérations, ça va être un petit peu plus facile, type des rémunérations variables. Si j'ai des objectifs qui sont clairement affichés avec quelque chose qui est vraiment très, très objectif, où il y a vraiment zéro part de subjectivité, là, on est a priori bien. Il faut encore arriver à déterminer pourquoi j'en mets sur certains postes et pas sur d'autres, par exemple. Donc, il va falloir qu'on fasse vraiment un travail très, très abouti sur toutes ces règles-là. Mais effectivement, on prend vraiment le package global. Donc, pensez bien à tout ce qui va être les SPCE, toutes ces choses-là qui rentrent aussi dans le package de rémunération. Oui, après, il ne faut pas avoir peur non plus des différences, hein, bien sûr. On sait qu'il y a des différences en fonction des postes, des implications des collaborateurs, du niveau hiérarchique, etc. Donc, l'idée, c'est pas que ça devienne vraiment quelque chose qui fait peur. En revanche, il faut avoir des éléments objectifs pour justifier que sur, encore une fois, des postes à valeur égale ou des postes identiques, on arrive à des fourchettes ou des montants qui sont cohérents entre eux et bien justifiables avec des éléments objectifs. Alors, on voit vos questions, hein, en fait, ce qu'on va faire avec Anne, c'est qu'on organisera un second webinaire quand on aura un petit peu plus d'informations où on vous fera toute une FAQ avec toutes vos questions, ce qui permettra de bien répondre. Oui, effectivement, aujourd'hui, vous êtes presque 300 à nous suivre et vous avez énormément de questions qui sont légitimes et auxquelles on peut malheureusement pas répondre sur tout pour une raison de temps ou de texte qui n'existe pas encore. Alors, en quatrième point important, un point qui vous intéresse forcément, c'est l'index de l'égalité professionnelle avec une refonte en profondeur de cet index qui est prévu par la loi de transposition. Alors, on va effectivement faire le point sur cette refonte de l'index. Alors, on retrouve cette notion de catégorisation des salariés dont on a parlé en introduction, avec un avant-projet de loi de transposition qui précise que désormais, les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelle, ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération pour les besoins de l'index, seront établis selon les règles qui assurent l'application du principe fixé à l'article L3221-2, c'est celui qu'on a vu tout à l'heure et qui donnait les critères de considération d'un travail à valeur égale ou de même valeur. On va refondre également les indicateurs. Désormais,
à la place des 4 ou 5 indicateurs qu'on connaît aujourd'hui dans l'index EGAPRO, on va en avoir 7 qui vont être calculés. Alors, c'est un décret qui est en attente. Néanmoins, je vous invite à aller voir la directive. On ne les a pas forcément tous listés là, puisque ça n'a d'intérêt que limité en l'absence de texte définitif. Mais si vous voulez vous renseigner, allez voir la directive, puisque la directive a déjà listé un certain nombre d'indicateurs dont elle souhaiterait voir eh bien, la déclaration faite dans les États européens. Et notamment à connaître un nouvel indicateur qui va suivre un régime un peu particulier. C'est un indicateur qui est appelé aujourd'hui le 7e indicateur et qui définit l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes par catégorie, rassemblant des salariés accomplissant quoi ? Un travail égal ou de valeur égale. Vous me suivez, on est vraiment sur des termes qui sont identiques et qui vont se répondre selon les règles qu'on applique tout au long de la vie de l'entreprise. Au moins, on est cohérent de bout en bout. Exactement. Alors, sur cet index de l'égalité professionnelle, on rentrera un petit peu plus dans le sujet, si vous le souhaitez, lors d'un éventuel webinaire thématique. Ça pourrait être intéressant aussi. Mais sachez que selon les effectifs des entreprises, eh bien, vous allez avoir des obligations un petit peu particulières. Information uniquement du CSE pour les entreprises de moins de 100 salariés, toujours à partir de 50, ça ne change pas, jusqu'à l'information et la consultation du CSE pour les entreprises à partir de 100 salariés sur les données utilisées pour le calcul, la méthode de calcul, les résultats de chaque indicateur, l'avis étant transmis à l'autorité administrative, avec une possibilité pour les salariés ou le CSE de demander des précisions ou des justifications relatives au 7e indicateur. Vous voyez, celui-là, il va falloir qu'on y fasse attention puisqu'il va vraiment revenir régulièrement avec son petit régime un peu particulier. Et une obligation pour l'employeur d'y répondre de manière motivée. Encore nos obligations d'aller sur de l'écrit. Et donc de ne pas se tromper. Toujours une obligation de publication des résultats. Pareil, des effectifs qui changent les obligations entre moins de 100 et plus de 100, on va dire. Alors, avec une publication annuelle des 6 indicateurs classiques sur le site du ministère du Travail tous les ans. Donc ça ne changera pas forcément par rapport à ce que vous avez l'habitude de faire. En revanche, notre 7e indicateur, lui, il sera publié annuellement, sauf pour les entreprises de moins de 250 salariés qui auront une obligation de publication triennale. L'employeur pourra décider de publier ces indicateurs sur son site internet à titre volontaire. Ça change par rapport à ce qui existe aujourd'hui puisqu'il y a une obligation de publication sur le site. Dernier point, l'employeur devra transmettre aux salariés ou au CSE, et au CSE ou uniquement au CSE, je vais y revenir, les résultats obtenus sur le 7e indicateur, toujours notre indicateur. Cette information, elle sera transmise uniquement au CSE si les résultats ont et la catégorisation, si vous voulez, a pour effet d'individualiser quasiment le salaire d'une personne ou de plusieurs collaborateurs dans l'entreprise, auquel cas on se référera uniquement au CSE dans son obligation de discrétion actuellement applicable pour la réception des informations. Et alors, toujours, effectivement, dans ce que vous connaissez déjà de l'égalité professionnelle et de ce fameux index, des mesures correctives à prendre en considération et à mettre en œuvre, avec, encore une fois, une distinction entre les entreprises selon leur effectif, avec un socle commun qui va être le travail à faire en cas d'écart de 5%. Alors pourquoi je vous dis 5% alors qu'on ne l'a pas précisé ici? Eh bien c'est que la directive aujourd'hui nous dit si le 7e indicateur donne un résultat avec une différence d'au moins 5% entre les femmes et les hommes sur une catégorie particulière, eh bien effectivement il va falloir négocier ou justifier cet écart. Je vais y revenir, mais en tout cas la directive elle nous dit c'est 5%. On a
attend le décret ou le projet de décret, en tout cas d'application de la loi de transposition pour nous préciser ce pourcentage. Néanmoins, on devrait très probablement rester sur le même niveau. Alors, ce qui va se passer pour les entreprises de moins de 100 salariés, eh bien, en cas d'écart révélé par le 7e indicateur, eh bien, qui sera supérieur donc à ces 5% ou autres taux à définir, eh bien, on aura une négociation obligatoire sur l'égalité professionnelle à démarrer. Alors, le texte dit aujourd'hui dans un délai raisonnable. Je suppute qu'ils vont changer de terminologie ou peut-être mettre un délai un petit peu plus précis parce que le délai raisonnable, ça peut vouloir tout dire et rien dire pour définir des mesures de correction des écarts. À défaut de négociation, il faudra le faire dans un plan d'action unilatéral. Et pour les entreprises à partir de 100 salariés, eh bien, on aura un travail à faire qui sera un travail éventuellement à 2 niveaux. Premier niveau, si j'ai un écart d'au moins 5% sur le 7e indicateur, eh bien, je peux me contenter de le justifier. De le justifier par quoi? Toujours par des critères objectifs, non sexistes, sur lesquels j'aurais consulté mon CSE. Si au bout de 6 mois, soit j'ai pas justifié, soit j'ai justifié, mais pas avec des éléments qu'on considère n'étant pas objectifs et non sexistes, eh bien, je devrais déclarer un nouvel indicateur et si mon écart se renouvelle, je dois passer par un accord collectif. Évidemment, tout ça, ce sera bien reprécisé dans les mois qui viennent, hein, bien sûr. Deuxième option, je peux donc soit avoir fait ma première période de justification et ensuite passer par l'accord collectif parce que j'arrive pas à résorber mon écart avec mon 7e indicateur, ou bien je souhaite directement engager une négociation pour adopter des mesures correctrices via un accord collectif ou à défaut un plan d'action. On reste quand même sur un petit peu la même philosophie que ce qu'on connaît déjà sur l'égalité hommes-femmes et l'index EGAPRO avec des accords collectifs ou des plans d'action, des mesures correctrices. Néanmoins, c'est un petit peu refondu, il va y avoir un tout petit process à revoir pour être sûr qu'on applique bien la règle comme il faut. Et ça, de la même manière, on attend le texte définitif pour avoir un peu plus d'informations là-dessus. La charge de la preuve. Charge de la preuve, en 2 mots, top chrono. Ça, c'est vraiment du juridique, mais il faut quand même le savoir. On introduit dans le Code du travail explicitement l'aménagement de la charge de la preuve en faveur du salarié pour tout ce qui est discrimination relative à l'égalité de rémunération entre hommes et femmes. Aujourd'hui, c'était pas explicite. Néanmoins, si on arrivait à raccrocher notre idée de discrimination au texte classique de discrimination, d'interdiction de la discrimination, notamment en fonction du genre, donc homme, femme, voilà, ou autre, ou orientation sexuelle, par exemple, eh bien, on pouvait bénéficier de cet aménagement de la charge de la preuve. Donc, c'est pas une grosse différence, mais au moins, ça met des mots très clairement sur le concept. Et qu'est-ce que ça veut dire, cet aménagement de la charge de la preuve? Ça veut dire que le salarié, il donne, et vous le voyez, c'est dans ma petite première case, s'il s'estime victime d'une discrimination, il établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, et c'est ensuite à l'employeur d'apporter les preuves qu'il n'y a pas eu de discrimination avec des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. C'est pas chose aisée, c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir fait le travail en amont de bien catégoriser les collaborateurs et de faire vraiment des choses qui soient bien claires, parce que quand on se retrouve dans une situation contentieuse comme celle-ci, eh bien effectivement, on est parfois un petit peu démuni si on n'a pas fait le travail comme il fallait avant. Deuxième point, on introduit la même règle pour les infractions aux règles relatives à la transparence des rémunérations. Tout ce qu'on a vu avant, les déclarations, l'information, tout ce qui est relatif à l'embauche, etc. Si on n'a pas fait ce qu'il fallait, eh bien, on risque de se retrouver avec une action en discrimination. Cette action-là, eh bien, elle nous imposera de donner toutes les informations possibles avec des éléments objectifs étrangers, ce qui, en fait, donc impose à l'employeur de démontrer qu'il n'est pas à l'origine d'une discrimination. Évidemment, tout ça, c'est uniquement en contentieux. Alors, on dit au revoir aux personnes qui vont devoir nous laisser à midi. Nous, on va continuer, comme ça, vous pourrez accéder au replay par la suite. Hein, bien sûr, vous aurez accès dès que la session sera terminée.
Il nous reste vraiment deux ou trois petites slides à voir, ça va aller très vite. Pourquoi on a souhaité faire ce webinaire aujourd'hui? Eh bien, parce qu'il y a un calendrier qui, en réalité, même s'il paraît loin, et c'est demain, les sanctions sont pas forcément neutres, surtout sur un point, et il y a des enjeux importants qui nous paraît devoir être pris à bras-le-corps par les employeurs. Alors, si je reprends ces points de manière assez synthétique, pour le calendrier et l'entrée en vigueur dont on vous parlait tout à l'heure, il faut savoir que aujourd'hui, on a une loi de transposition, enfin un projet de loi de transposition qui prévoit une entrée en vigueur dans un délai d'1 an suivant la promulgation de la loi au maximum. En théorie, aujourd'hui, on devrait être sur du juin 2027, donc, puisque on a normalement une obligation de transposer notre directive en juin 2026. Néanmoins, on sera très probablement pas dans ce délai-là. Et il faut quand même surveiller les textes, puisque ce délai d'1 an, il ne vaut que si un décret ne fixe pas la date d'entrée en vigueur précise de certaines dispositions. Et notamment, il y a 2 exceptions à connaître. Pour l'index, les dispositions relatives à la déclaration du 7e indicateur devraient entrer en vigueur au plus tard le 1er juin 2030 pour les entreprises de moins de 150 salariés. Alors, vous voyez qu'en plus, on nous a pas facilité la tâche puisqu'on nous donne des effectifs un petit peu différents selon les précisions et les dispositions. Donc, il faudra bien vérifier les points à froid au moment où on aura le texte. A priori, les entreprises de 100 salariés maximum pourront s'éviter d'ailleurs cette déclaration du 7e indicateur si un accord collectif les en dispense. Donc ça, c'est à voir aussi s'il sera maintenu dans le cadre du texte définitif. Et pour tout ce qui concerne le droit à l'information, on sera a priori sur une entrée en vigueur à compter de l'entrée en vigueur de l'accord ou de la décision unilatérale sur la catégorisation des salariés. Alors ça, c'est pareil, ça laisse un petit point à vérifier quand même, puisque ça veut dire que l'employeur serait quelque part un petit peu en force sur l'entrée en vigueur justement de ce droit à l'information. Donc à voir si ça reste en l'état. J'ai un petit doute, mais il faut qu'on vérifie le point assez rapidement. Alors pour les sanctions potentielles, on revient avec nos 1% de la masse salariale au maximum, qui serait une amende administrative qu'on connaît bien puisqu'on la connaît déjà sur un certain nombre d'obligations. Et ce 1% d'amende administrative de la masse salariale, eh bien, serait applicable en cas d'infraction aux règles qu'on vient d'exposer aujourd'hui. Et on a également une amende administrative forfaitaire de 450 € par manquement pour les manquements aux articles qui ne concernent pas l'index. Alors ça, c'est un vrai point et c'est une vraie discussion en ce moment par les partenaires sociaux, parce que on estime que 450 € par manquement, eh bien en réalité, c'est comme si on n'avait pas d'amende, parce que évidemment les grosses entreprises ne seront pas très gênées par ce niveau d'amende qui paraît quand même effectivement relativement peu rédhibitoire. À voir s'ils vont le conserver aussi en l'état. Et alors pourquoi est-ce que on passe du temps à regarder tous ces textes? Eh bien parce que aussi, au-delà des obligations et des contraintes et des droits des salariés, eh bien il y a des vrais enjeux aujourd'hui de la transparence salariale, puisque quand on est employeur, on sait que le marché du travail et du recrutement est quand même très très compliqué en ce moment, et il faut arriver à promouvoir son entreprise. On sait aussi que les nouvelles générations, elles attendent de la transparence de la part des employeurs sur un certain nombre de points, notamment les sujets de rémunération et surtout d'égalité entre les collaborateurs, et vraiment, ce sont vraiment des points qui sont regardés quand les candidats vont se renseigner sur des entreprises qui recrutent. Et s'occuper de la transparence salariale, c'est se conformer à ses obligations, mais aussi éventuellement renforcer l'attractivité de votre entreprise. Ça vous permet de fidéliser le personnel, limiter le turnover aussi, ce qui n'est pas une mince affaire. Ça vous permet de gagner en transparence aussi, et puis évidemment de réduire les risques d'inégalité salariale. Donc on a vraiment un cercle vertueux au-delà de la conformité juridique. Complètement. Vous avez tout à fait raison. Alors, on va lancer un petit sondage pour savoir si vous envisagez de vous équiper d'un logiciel SIRH pour vous mettre en conformité avec la réglementation.
Et puis, pendant ce temps, on va vous faire une petite présentation un petit peu plus en détail de nos sociétés. Donc, on commence par Kelio, qui est, comme je le disais tout à l'heure, un logiciel SIRH global, complet, pour gérer l'ensemble de la vie des collaborateurs au travail. Donc, j'ai parlé tout à l'heure de recrutement, de gestion administrative et de portail collaboratif avec notre partie actualité et documents. Mais sachez qu'on a également un logiciel de gestion des temps, temps, absence, télétravail, planning. Également un logiciel de notes de frais qui vient en complément. Tous nos modules se parlent entre eux. On a également une partie talent avec toute la gestion des compétences, des entretiens et de la formation, qui peut faire également écho à ce sujet sur la transparence salariale, si on le prend sous le spectre des compétences. Et puis enfin, on a également un logiciel de paye, où là, vous avez directement la rémunération qui rentre en ligne de compte. Voilà. Je vous laisse, Anne. Merci. Alors nous, pour ce qui concerne Accès Avocat, effectivement, comme je vous l'ai précisé, on est un cabinet dédié en droit du travail et à la droit de la sécurité sociale. Ça veut dire qu'on s'occupe de nos clients employeurs du début à la fin de la relation de travail, en passant par tous les événements divers et variés de la vie de l'entreprise en matière de gestion du personnel. Ça va de la mise en place du CSE à l'aide à la négociation sur un certain nombre d'accords collectifs, des aides sur l'analyse des impacts sociaux de périodes et d'opérations un peu plus particulières, type restructuration, licenciement individuel ou collectif. Donc, on a vraiment une palette d'expertise très, très variée. On travaille aussi bien avec des employeurs franco-français qu'avec des grands groupes. Qui ne sont pas forcément francophones, mais qui emploient des collaborateurs en France ou qui envoient des collaborateurs également à l'étranger. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet. N'hésitez pas à aller cliquer sur notre lien que vous aurez en fin de présentation. Et surtout, si vous souhaitez vous informer et continuer de vous informer, nous sortons une newsletter tous les mardis qui vous permet en 5 minutes à peu près, trop chrono, de vous informer sur les nouvelles actualités en droit social qui nous ont paru utiles. Donc 5 minutes par semaine pour vous mettre à jour. N'hésitez pas à cliquer sur le lien pour vous inscrire à notre newsletter. Super. Vous avez nos coordonnées directement ici. Je vous ai également envoyé un sondage si vous souhaitez obtenir le support du webinaire, donc qu'on pourra vous envoyer. Comme on vous le disait en cours de webinaire, le temps nous a manqué pour aborder toutes les questions qui ont été très nombreuses. Donc, on prendra le temps d'y répondre de manière individualisée. Et comme nous le disions, nous allons attendre que la directive et la transposition de loi avancent un petit peu les fameuses étapes du mois de juin et ainsi de suite, et se retrouver sur septembre-octobre pour organiser un second webinaire qui reprécisera pas mal d'éléments, et on en profitera pour avoir une rubrique FAQ, réponse à vos questions, qui peuvent être utiles au plus grand nombre. Voilà, vous avez tout dit, Thomas. Merci à tous pour nous avoir écoutés, et avec plaisir pour vous retrouver lors du prochain. Un grand merci, bonne semaine à tous. Bonne journée, bonne semaine. Merci, au revoir.